the legend of the phoenix. C'est plus qu'un groupe, c'est une marque et sans doute désormais la marque française la plus célèbre au monde. Les Daft Punk qui, dès la sortie de leur nouvel album Random Access Memories, se sont hissés au sommet des ventes et téléchargements d'albums à travers le monde. Un mois après, les voici à visage découvert, sans leur célèbre casque. Thomas et Guy Manuel nous ont reçus hier avec Didier Varro dans la suite d'un grand hôtel parisien, deux presque quadras, ils ont 39 ans, qu'on pourrait croiser sans les remarquer dans le métro ou au supermarché du coin, mais qui sont devenus ni plus ni moins que les plus gros vendeurs de disques du 21e siècle. Voici les Daft Punk sur France Inter. Bonjour les Daft Punk. Bonjour. Bonjour. Bon, qui est Thomas? C'est moi. Qui est Guy Manuel? C'est moi. Alors, j'ai envie de commencer par la fin, c'est-à-dire par l'accueil de votre album un mois après. Bon, j'imagine que vous n'allez pas vous plaindre, vous êtes numéro 1 des ventes un peu partout, y compris en France et aux États-Unis. Mais dans l'accueil qui a été celui de votre album, qu'est-ce qui vous a fait plaisir? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui vous a déçu? Il n'y a pas grand-chose qui nous a déçus. Hein. Je pense qu'on ne s'était pas vraiment... préparé en fait. On a fait ce disque dans un environnement, dans un contexte, on était très optimiste, mais on s'était un peu créé une sorte de bulle, un peu coupée du reste du monde. Et on avait vraiment l'impression de faire une musique qui était un peu en décalage en fait avec notre époque. On a l'impression finalement que le décalage est pas si grand finalement. Mais c'est vrai que et donc ça nous a surpris. Et c'était presque peut-être comme un rêve ou comme un fantasme de se dire bah tiens, ça pouvait arriver. L'idée, c'était aussi de se recentrer ou d'un recadrage à un moment sur une musique qui fait du bien, ou une musique qui a une certaine dimension humaine, même si on se transforme et on se déguise en robot. Et manifestement, voilà, la musique a été embrassée par une grande partie de la planète et on est très heureux. Elle a été embrassée et Get Lucky, tube planétaire qui fait l'objet déjà de multiples reprises, remixes, etc. Ça vous touche, ça vous agace? Vous écoutez ce qui se fait? On n'a pas le temps de les écouter toutes les reprises, toutes les versions, mais oui, ça nous touche de voir comme ça cette réappropriation de la musique et cette idée du partage, c'est quelque chose qui aussi nous a super surpris parce qu'on n'imaginait pas que il y allait avoir des dizaines et des dizaines et des dizaines de reprises de cette chanson comme ça. Like the legend of the phoenix, ends were beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. La façon dont la musique a été reçue, elle a été acceptée, elle a été retravaillée, ça c'est totalement nouveau et on s'est dit tiens, c'est intéressant si on peut inciter les gens et le public finalement à innover et les encourager à continuer comme ça ce processus et cette démarche. Et aussi la façon dont elle va rester, parce que vous le savez maintenant, vous en avez la certitude, Get Lucky, beaucoup de gens vont danser là-dessus cet été. Et on peut imaginer, on peut raisonnablement parier que vos enfants, voire peut-être les enfants de vos enfants, danseront encore sur ce titre, que ça va rester, non? Au poulier, en espérant, ouais. Seul l'avenir le dira, c'est le temps qui définit les futurs classiques. Hein, donc, Là où ça sera une mode, et puis un morceau Kleenex, comme il y en a plein. Ouais. Ça pourrait être un morceau Kleenex? C'est pas notre volonté. On a voulu mettre beaucoup de chaleur, inviter toute une équipe à travailler sur cet album avec beaucoup d'enthousiasme, de bonnes vibrations et de soleil. Les reprises dont vous parlez, tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu déjà un retour vers nous de ce qu'on a essayé de donner avec les meilleures intentions possibles. Donc on a essayé de bien faire ce qu'on sait faire avec le temps et puis là il se passe un truc incroyable mais qui est vraiment une bonne énergie. Donc c'est assez... J'espère que les gens vont être lucky à rencontrer d'autres gens, à partager et puis un peu à sortir cette morosité. de la morosité parce que il faut à un moment arriver à
à passer les obstacles. C'est une des fonctions sans doute de la musique et de l'art en général. Et puis voilà, c'est plus qu'incroyable. Ça nous fait devenir, en tous les cas, moi j'ai l'impression de devenir de plus en plus petit plutôt que d'être de plus en plus fier, quoi. C'est mignon. Didier Varro. Oui, alors vous parlez de chaleur, de bonnes vibrations, de climat ensoleillé. Et pourtant, la première fois que moi j'ai écouté cet album, j'ai ressenti une sorte de nostalgie, de mélancolie, voire parfois même de tristesse qui affleure, ce qui est très nouveau pour la musique de danse. Alors est-ce que c'est la nostalgie d'un monde en fuite que vous avez voulu exprimer, ou est-ce que c'était un hommage aussi plus particulier à votre papa, j'imagine, ou à des proches, ou à des gens que vous avez profondément aimés et qui vous ont accompagné? C'est bizarre parce que cet aspect de la nostalgie qui est effectivement présent dans le disque, on a un peu l'impression que on a toujours essayé de l'entretenir. Donc si on prend des morceaux comme One More Time, ce morceau d'il y a une douzaine d'années, ou même Around the World, il y a quelque chose qui nous a toujours intéressés dans l'idée effectivement de faire de la musique de danse ou de musique qui a un certain relief émotionnel. La manière la plus pertinente d'exprimer une émotion musicale, c'est quand on est à cheval entre la tristesse et le bonheur. Parce qu'à ce moment-là, il y a un contraste entre quelque chose de joyeux et quelque chose, et c'est des larmes qui sont un peu à cheval entre des larmes de joie et des larmes de tristesse. Et pour nous, peut-être le plus grand artiste du XXe siècle, c'est Chaplin. Et Chaplin, c'est exactement ça. C'est cette confusion permanente entre la chose la plus triste au monde et la chose la plus drôle aussi. Chaplin qui composait ses musiques. Et vos références, elles sont très souvent cinématographiques. Le cinéma, c'est un art qui nous fascine parce que c'est à la fois un des plus récents historiquement, mais c'est aussi parce que c'est l'idée du travail d'équipe et au service d'une vision unique. Justement, vous parlez de méthode de travail. Ce disque, il aurait pu exister sans avoir fait la bande originale de Tron, où vous vous êtes confronté justement à la musique orchestrale, à des musiciens. Est-ce que ce disque n'est pas né finalement de cette aventure? Totalement. Nous, on a toujours travaillé avant à la maison, au départ dans une chambre d'enfant qui a été transformée un peu en studio de fortune comme ça, mais avec d'une manière très très rudimentaire comme ça. Ensuite, on est relativement timide, on avait cette volonté un peu de s'ouvrir à l'extérieur, et effectivement la rencontre avec les musiciens, la rencontre avec l'orchestre et la capacité de s'ouvrir un peu plus, de sortir un peu de notre coquille, nous a totalement peut-être décomplexés et encouragés à se dire tiens, essayons de faire de la musique et de la pop music ou de la dance music avec ces musiciens, avec ces gens, parce que au final quitte à travailler 2, 3, 4 ans sur un disque, autant le faire avec une équipe, et on en revient au cinéma là, dans cette idée-là, plutôt que de rester tous les deux enfermés dans un studio pendant des mois. Moi j'ai une question qui a à voir avec l'avenir. Dans ce disque, il y a beaucoup moins de vocodeurs. On a l'impression quand même que les robots disparaissent. Est-ce qu'un jour, l'aventure Daft Punk pourrait être la mise en scène de la mise à mort de vos robots? On a réalisé un film qui était présenté à la quinzaine des réalisateurs en 2006, qui s'appelait Electroma, qui était un film expérimental sans parole comme ça, qui fantasmait un peu la destruction et l'autodestruction des robots. Donc d'une certaine façon, cette mise à mort, elle a déjà eu lieu comme un flashback ou un flash forward. Donc là, c'est une résurrection. En fait. Voilà, je pense que on a réellement créé cet univers au fur et à mesure. On a de plus en plus de plaisir à s'amuser avec, un peu comme des personnages de bande dessinée ou des super-héros, et on n'a pas vraiment du tout la volonté de détruire tout ça, plutôt que de faire évoluer ces personnages, et c'est dans des nouvelles aventures, des nouvelles histoires, et d'explorer des nouvelles formes de création, ou de s'exprimer de façon différente. Et l'anonymat de vos visages, vous en félicitez encore, vous vous dites tous les jours qu'est-ce qu'on a eu raison, qu'est-ce qu'on a eu raison dès le début je pense plus que jamais, de ne pas apparaître. Plus que jamais, ça nous fait plaisir de pouvoir être à la fois tranquille et à la fois de pouvoir s'amuser artistiquement, mais de pouvoir prendre le métro, faire du vélo et aller à la boulangerie de façon
totalement anonyme et c'est aussi une démarche qui semble avoir du sens pour nous, mais aussi pour les gens qui apprécient notre musique. Donc tout va bien. Donc c'était un bon choix de départ. C'était une bonne intuition. C'était une intuition. C'est ça, c'est venu comment vous en aviez parlé ensemble? Ouais, mais disons qu'on a été tout le temps tellement passionnés de musique et de l'histoire du rock and roll et on a vu tellement de scénarios catastrophes autour de ça qu'on s'est dit on va pas se brûler les ailes, on va essayer de faire durer le plaisir. Quand on a commencé avec le premier album et même avant avec Darlene, le groupe qu'on avait avec Laurent des Phoenix, tous les débuts s'annonçaient tellement bien qu'on s'est dit que plutôt que de risquer quoi que ce soit, on tenait plus à avoir une vie normale parce que c'est important de pouvoir interagir normalement avec les gens. Je sais pas, on s'est jamais cru exceptionnel vraiment, j'ai l'impression. Donc ouais, et puis d'un autre côté, on n'a aucun moyen de vérifier ce que ça aurait été si on avait été reconnu. Et est-ce que vous pouvez me prouver là, tout de suite maintenant, que vous êtes les vrais Daft Punk? Il n'y a pas vraiment de preuves. Je peux vous montrer ma carte Vélib si vous voulez. Il y a écrit Daft Punk dessus? Non, il y a écrit mon nom de famille, mais vous pourriez vérifier après. Didier? Pour rester dans l'idée des robots, est-ce que les robots sont sensibles à l'actualité, notamment l'actualité en France? On sait que vous partagez votre vie entre Paris et Los Angeles. Est-ce que vous êtes sensible à ce qui se passe? Les robots sont peut-être pas sensibles à l'actualité parce que il y a une effectivement, on est entre la fiction et la réalité. Après, en tant que citoyen, on habite en France, on passe beaucoup de temps aux États-Unis, mais on habite en France en tant que citoyen français et résident parisien. Et détenteur d'une carte Vélib. Et détenteur d'une carte Vélib, on peut être sensible à ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment l'idée d'être donneur de leçons, ni d'imaginer que notre avis personnel sur l'actualité a tendance à avoir plus d'intérêt ou de poids ou d'importance que la vie de n'importe qui d'autre. C'est pas une nourriture en tout cas pour l'inspiration. Ah bien sûr, mais si. Tout est une nourriture pour l'inspiration. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant quand on voyage, quand on a la chance de pouvoir voyager, c'est qu'on voit un peu et qu'on regarde un peu les événements qui font l'actualité avec peut-être un peu plus de distance, voilà. Mais évidemment, on essaye de faire des choses pertinentes. Mais après, on essaye aussi de débrancher aussi comme ça ce regard un peu des fois, cette anxiété générale sur la crise mondiale, globale. Mais vous savez que le marché de la musique est en crise, même si cette crise ne vous touche pas vous particulièrement, et donc c'est plus compliqué sans doute d'innover quand les disques se vendent moins bien, non? Nous, ce disque-là, on l'a pas fait dans l'insécurité. Effectivement, c'est un disque qui a été autofinancé de manière indépendante. On n'a pas sorti de disque depuis longtemps, depuis 8 ans. Il n'y avait pas du tout de garantie, justement, de se dire tiens, on va sortir un premier single comme ça, qui est comme une sorte de jam un peu d'été, estival, un peu disco, de se dire c'est cette musique-là qui va être validée, qui va passer à la radio, que les gens vont apprécier, qui va vendre beaucoup de disques. Aujourd'hui, le succès de cet album, qui a été fait dans une très grande liberté, peut surtout peut-être être bénéfique à encourager les jeunes artistes et les gens des maisons de disques aussi, et les directeurs artistiques, à favoriser l'authenticité et l'intégrité artistique quand il y a quelque chose un peu d'universel, sans se dire ah tiens, ce format ne fonctionne pas, on va essayer de le mettre au goût du jour. Le goût du jour, il reste à définir au jour le jour. En tout cas, en vous écoutant, les références, Chaplin, cette capacité à se connecter ou se déconnecter, vous allez avoir 40 ans. Votre recette, finalement, c'est de garder votre part d'enfance. Il y a beaucoup de quelque chose de l'enfance dans tous vos albums depuis le commencement. C'est l'enfance ou c'est l'adolescence, c'est l'innocence de pas construire une carrière basée sur l'expérience passée.
plus que sur l'expérience à venir. C'est le jaillissement, le commencement. Voilà, c'est vrai qu'on a paradoxal compte tenu de vos oui, c'est paradoxal, et des artistes que vous avez invités sur votre disque. Oui, mais en tout cas pour nous, c'était notre première expérience en studio. C'était ce quatrième album, c'était notre premier album studio, donc c'était l'idée de se dire on va vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu nous. Quand on parle d'expérience passée, on parle de notre propre expérience passée. Donc elle peut être inspirée par des expériences d'autres personnages, mais c'est vrai que voilà, cette idée de vivre et d'être un peu des éternels débutants, on essaye de se mettre dans la peau un peu de stagiaire à chaque fois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant des cycles créatifs, et de se dire bon, on a une certaine, finalement l'expérience qu'on a, c'est l'expérience à essayer de se réinventer à chaque fois, et c'est ce qu'on a appris à faire. Aujourd'hui, on peut écouter la musique sans avoir acheté les disques. Donc c'est vrai que ce qui nous surprend aussi beaucoup et ce qui nous touche, c'est voilà, le disque a été en streaming gratuit pendant 1 semaine avant la sortie du disque, de voir que les gens valident et il y a presque comme un acte militant aujourd'hui. On parlait de la crise de l'industrie du disque. Acheter un disque, on peut le télécharger totalement très facilement de façon illégale. Donc l'acheter, c'est devenu il y a quelque chose de presque qui a beaucoup plus de poids et de force et d'importance qu'il y a 25 ans où pour écouter de la musique, il fallait l'acheter. Aujourd'hui, techniquement, c'est plus vraiment le cas. Donc chaque disque vendu aujourd'hui et chaque validation comme ça a une pertinence et un poids qui nous touche particulièrement, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 15 ans ou 20 ans. Merci Thomas. Merci beaucoup. Merci Guy Manuel. Merci beaucoup. Merci les Daft Punk d'avoir répondu à France Inter et bon vent pour la suite. Merci. Merci.